Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous donner tous les conseils pour finir le Tour des Géants. Là, les inscriptions commencent. Je me suis inscrit l'année dernière. Je l'ai fini en septembre 2024 et je dois bien avouer que j'ai été, comme vous devez l'être en ce moment, en train de chercher plein de vidéos sur internet, plein de conseils pour finir ce trail. Et donc j'ai trouvé quelques vidéos expliquant le parcours, quelques très rares vidéos expliquant le matériel, mais pas du tout le mode d'emploi pour finir ce trail. Donc l'objectif de cette vidéo va être de vous expliquer moi comment j'ai fait, alors pas ma préparation, mais au moins comment j'ai fait pour finir ce trail. Je précise tout de suite, j'ai pas du tout voulu performer, j'ai juste voulu finir, donc finir en dessous des 150 heures. Ce qui est déjà super bien quand on voit le taux d'abandon qui est supérieur à 50% et étant donné la difficulté du trail. Donc encore une fois, l'objectif n'est pas du tout de performer, n'est donc pas du tout de faire un temps. Donc tous ceux qui veulent faire moins de 120, 130, il y aura sûrement quelques conseils dans cette vidéo, mais typiquement la vidéo n'est pas faite pour vous. Donc je vais passer en revue les différentes dimensions de ce trail. Par contre, je ne rentrerai pas dans le détail de tout. Si vous voulez voir ma vidéo du trail, donc de mon Tour des Géants 2024, je mettrai ça dans les commentaires en bas. Je ne ferai pas de texte sur la gestion du mental. Perso, c'est pas un souci pour moi. Donc je ne suis pas la bonne personne pour vous expliquer comment faire. Voilà, donc pour résumer, je vous ai fait une vidéo regroupant l'ensemble de l'expérience que j'ai eue sur ce premier et seul Tour des Géants et donc tous les conseils que je n'ai pas pu trouver sur internet. Alors, le premier point, c'est le parcours. Le parcours est annoncé à 335 km et 24 000 mètres de dénivelé positif, soit, quand on compte en équivalent, 575 km. Pour ma part, je suis arrivé à 363 et 26 000 mètres de dénivelé positif, soit 28 km et 2000 de plus. Alors bon, on peut dire on n'est pas à ça près, certes, mais au lieu de 575, ça fait un équivalent 623, soit 48 km équivalent de plus. Donc évidemment, quand vous faites une prévision de passage sur 575 et qu'on vous en rajoute 48 et que vous êtes juste au niveau barrière horaire, ça peut poser un problème. Donc attention dans vos prévisions. L'équipe du Tour des Géants a l'habitude de rajouter des kilomètres, c'est toujours plus, d'après ce que j'ai compris. Et c'est pas de la marge d'erreur de mon GPS, puisque la marge d'erreur de mon GPS, c'est en général c'est un petit pourcent sur 575 km, ça fait 5 km et demi, là on parle de 48, donc non, c'est pas ça. Donc après, en fonction de la météo, il se peut qu'on vous fasse prendre des raccourcis, alors plutôt des plans B, c'est pas toujours des raccourcis, et de façon générale, si on vous fait prendre un plan B, c'est quelque part c'est du temps que vous aurez en moins. Donc le Tour des Géants est divisé en 7 segments avec une base vie en fin de chaque segment. Le segment numéro 1 donc, part de Courmayeur jusqu'à Val-Grisange. Bon, il est facile, vraisemblablement parce que c'est le premier. Néanmoins, il ne faut pas partir trop vite parce que c'est la grosse grille, mais ça on en reparlera après. Le deuxième segment de Val-Grisange jusqu'à Cognes. Donc là, c'est en gros 3 fois 1,5 km vertical d'affilée, en finissant à chaque fois crescendo de 3000 à 3003, 3004, avec le col Losson qui est là. Donc vous avez, je me souviens plus comment il s'appelle le premier, vous avez Entreleur qui est là, c'est le deuxième, vous avez Losson qui est là, et vous avez Rome Notre-Dame, mais le col doit être quelque part là. Voilà.
Donc 3 fois 1,5 km vertical d'affilée, c'est vraiment hardcore. Là, vous allez tomber sur des montées, sur des descentes comme vous en voyez jamais. Là, vraiment, on rentre dans le dur dès le deuxième segment. Heureusement, ça arrive en deuxième segment. Si on aurait eu un truc pareil, hein, à la fin, ça aurait été une catastrophe. Mais normalement, vous êtes encore dans votre zone de confort puisque vous n'avez pas encore eu vous n'avez pas encore besoin de sommeil. Hein. Le premier se fait assez rapidement en 12-13 heures. Donc le deuxième, vous pouvez l'attaquer. Vous n'êtes pas encore en dette de sommeil, donc ça devrait passer si vous n'êtes pas passé trop vite. Attention. Le troisième va de Cogne à Donas. Donc là, le troisième, moi je ne l'ai pas trouvé trop compliqué. C'est une montée et une très 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 grande descente. Très longue descente, où il faut aller très très cool évidemment. Ensuite vous arrivez sur Donas. Alors il faut voir que Donas c'est le point le plus bas de toute la course, on doit être à 200-300 mètres d'altitude. Donc potentiellement il peut faire très 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 chaud. Donc attention. Ensuite vous allez arriver le quatrième segment, donc Donas-Gressoney. Alors le quatrième segment c'est avec sans doute le deuxième, mais le deuxième il arrive en deuxième position, donc ça va à peu près. Le quatrième segment, c'est le segment le plus dur et le plus technique pour moi de tout ce tour. C'est un véritable champ de cailloux. Vous rentrez dans l'inconnu, puisque pour tous ceux qui ont fait 1500 miles, déjà vous venez de dépasser votre maximum. Et quel inconnu, parce que c'est vraiment un cauchemar technique. C'est vraiment un interminable champ de pierre. Voilà, et puis l'autre surprise c'est les barrières, mais ça je vais y revenir jusqu'après. Ensuite vous avez le Gressoney-Valtournanche, très honnêtement faisable en comparaison de celui d'avant, donc pas de problème majeur. Le sixième qui est Valtournanche, je crois que c'est au Le Mans. Donc ça c'est faisable, vous avez deux grosses bases parce qu'avant vous passez à Oyas. Ça commence à être dur mais c'est le sixième donc on reste motivé. Et le septième, donc vous avez Olomont et puis la fin à Courmayeur. Nous on a eu la très très dure montée du refuge de Frassani avec le col de Malatra où dans l'édition 2024 on a eu très 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 froid. À mon avis il devait faire entre moins 10 et moins 15 avec des rafales de vent qui faisaient que le vent projetait les trailers par terre, donc voilà, compliqué. Bon, comme on dit, une fois qu'on passe Malatra qui est là, ce n'est plus quasiment que de la descente. Alors certes de la descente un peu dure, parce que la descente du Courmayeur, elle est pas simple, hein, mais bon, abandonner à Malatra, c'est pas possible. Alors, le pacing. Le pacing, c'est un truc super important. Donc vous allez vous en rendre compte dans cette présentation. Moi, j'ai une approche assez scientifique du trail, ce qui est pas le cas de tout le monde. C'est pas une critique, hein, c'est juste que j'ai besoin de valeur, donc je cours avec mon cardio. Donc j'ai couru avec mon cardio ceinture, pas poignet, hein, durant les 2 premières étapes. Après, de toute façon, vous allez comprendre que j'ai pas couru, donc on n'en a pas besoin. Donc je l'ai gardé dans les 2 premiers segments afin de ne surtout pas sortir de la zone bleue. Donc pour ceux qui sont habitués à courir avec les segments, je vous conseille d'afficher la widget Garmin, qui est une widget comme ça. Donc ça c'est une Garmin où il n'y a que ça, mais vous pouvez afficher la widget en haut de votre écran. Donc vous avez en zone grise échauffement, 50-60 typiquement, hein. La bleue c'est 60-70, la verte où vous êtes en endurance classique 70-80, le seuil voilà, et puis le très très haut en rouge. Donc la technique c'est vous ne devez pas sortir de la zone bleue quoi qu'il arrive. Donc typiquement durant les 2 premiers jours, alors surtout le premier, l'idée c'est de courir sur le plat, parce que les premières barrières horaires sont pas très très simples, enfin pas très très simples, faut pas trop traîner quoi, de courir sur le plat durant le premier segment et le deuxième. Le deuxième il n'y a pas beaucoup de plat.
En montée, vous courez, mais vous ne devez pas dépasser le bleu. Et en descente, vous y allez super cool pour économiser les excentriques. Voilà. Donc, typiquement, ça, vous faites ça le premier. Le deuxième, de toute façon, ça monte tellement et ça descend tellement que c'est limite courable. Moi, je dois vous dire que, à part le premier segment, j'ai marché 99% du temps. Donc, il est complètement faisable de finir le Tour des Géants en ne faisant quasiment que marcher. À de très rares exceptions où c'était complètement plat, faux plat descendant, voilà, où on trottine un tout petit peu, mais sinon on marche la quasi-totalité du temps. Voilà. Et ça pose, alors ça pose quelques problèmes parce qu'il faut gérer le temps, faut gérer la barrière, mais c'est tout à fait faisable. L'énorme intérêt d'être resté dans le bleu, c'est que j'ai pu sauvegarder mes muscles en descente. Alors il faut voir que je suis parisien, donc les Parisiens en descente, c'est compliqué. Donc j'ai pu sauvegarder mes muscles en descente, donc je n'ai eu, durant ce tour, absolument aucun problème physique, absolument aucun. Du fait d'être resté dans le bleu, je n'ai que très peu baissé de vitesse entre le début et la fin, parce que j'ai eu aucun problème physique, donc encore une fois, aucun coup de pompe physique, aucune blessure, et une fréquence cardiaque baisse, ce qui a un immense intérêt, contrairement à beaucoup de trailers que j'ai vus dans les 2-3 premières sections, c'est que la digestion est infiniment plus facile. Voilà. Mais, évidemment, moins de temps pour dormir. Il faut voir que j'ai mis juste en dessous de 150, j'ai dû mettre 148 heures et 30 minutes. Je n'ai dormi que 6 heures sur ces 148 heures. Moins de temps pour les soins, puisque la variable d'ajustement, mais on y reviendra, ce sont les soins, la douche, les choses comme ça. Et puis, je vous l'expliquerai après, la douche, variable d'ajustement, donc un peu dépasser le 4e segment, donc Valgrisange, il me semble, plus de douche parce qu'on n'a plus de temps. Voilà. La gestion des barrières. Alors, la gestion des barrières, je vous ai fait un petit calcul parce que là, il y a un réel problème, il y a un réel truc à comprendre sur la gestion des barrières. En général, la gestion des barrières, on met des barrières horaires max en fonction du temps maximum, moyen qu'il faut faire pour faire le segment. Sur le Tour des Géants, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas du tout comment ils ont fixé le délai de la gestion des barrières, mais c'est soit fait pour qu'on finisse pas, c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est très aléatoire. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est que je vous ai mis les 6 segments, je vous ai mis les barrières maximales, donc c'est la barrière entre la base vide avant et la base vide après. Je vous ai mis mes temps, voilà, donc moi je suis arrivé vers la fin, hein, je suis arrivé 340, je dois être entre les deux là. Et puis je vous ai mis donc le delta entre mes temps et la barrière pour vous rendre compte un peu du problème. Et je vous ai mis un éventail de personnes, donc François Daen qui est arrivé premier, le 32e et ainsi de suite. Je vous ai mis le pourcentage de DNF sur le segment et je vous ai mis un petit commentaire. Donc maintenant, on va les analyser ensemble. Il faut se rendre compte que pour des gens qui veulent juste finir, donc arriver dans le queue du classement, il y a 3 barrières qui ne sont pas faisables. Voilà, donc typiquement le segment 2 cogne, ils annoncent 23 heures, moi j'ai mis 24h30. À partir du 319e, tout le monde est au-dessus. Voilà, donc 319e, on a eu en 2024 400, 480 arrivants. Donc on a un quart qui est au-dessus. Le deuxième, c'est le segment 4, Gressonnet. Ils annoncent 23 heures. Moi, j'en ai mis 31. D'accord? Donc 8 heures de plus. Donc là, il faut voir qu'à partir du 100e, tout le monde est au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des coureurs qui arrivent à tenir la barrière. C'est ce qui est complètement incroyable. Même le 32e est à 20h30, hein, alors que la barrière est à 23h. Le troisième segment qui n'est pas faisable, c'est Olomont, le 6. Donc entre Valtournenche et Olomont, où là, la barrière est à 22h. En 22h, pardon, j'ai mis 23h45, et là, à partir du 283e, c'est plus faisable. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que
si vous partez, comme beaucoup de gens, juste pour finir, et que vous vous dites, bon, je m'arrête 2 heures à chaque ravitaillement et j'essaye de repartir à 1 heure avec 1 heure d'avance sur la barrière horaire, et bien vous ne finirez pas. Tout simplement parce que vous allez arriver à Cognes, alors vous allez arriver pardon, à Valgrisange, vous allez faire la manip, donc 6h20, là ça va, vous allez partir 1 heure avant, il vous faut 1h30, et bien vous ne finissez pas. Le pire, c'est Gressoney. Gressoney, je me suis emplafonné 8 heures sur la barrière. Donc si j'étais pas parti avec une dizaine d'heures d'avance sur la barrière de Gressoney, je n'aurais pas fini. Et quand vous voyez le nombre de DNF au niveau du 4e segment, c'est impressionnant. Et ça, c'est principalement dû à la barrière horaire. Là où il y a le plus de DNF, de toute façon il n'y a pas photo, hein. Le premier c'est tous ceux qui partent trop vite, le deuxième c'est dû à la difficulté du 2e segment qui est vraiment hardcore, le 3e c'est la barrière et le 4e c'est aussi la barrière. Voilà, donc il n'y a pas photo. Donc ce qu'il faut retenir, si vous voulez juste finir, ce qui représente à peu près 50% des partants, partez pas trop lentement pour passer les premières barrières, mais par contre, souvenez-vous des conseils de pacing la fois d'avant, donc ne dépassez pas la zone bleue. Vous allez gagner un petit peu de temps sur les segments 1 et 3, donc moi j'ai gagné 6h20 sur le segment 1, 4h40 sur le segment 3. C'est pas trop compliqué de faire ça, hein. Ensuite, partez de Donnas avec au moins 7-8 heures d'avance, parce que sinon vous n'arriverez pas à Gressoney. Voilà, on dit que toute personne partant de Gressoney, il a 90% de chances de finir, alors que Gressoney c'est là, hein, et que Courmayeur c'est là, on n'en a fait que 4 sur 7. Et une fois passé Gressoney, essayez de toujours partir en ayant au moins 2 à 3 heures d'avance sur la barrière. De partir de la base 1, hein, pas arriver, on s'entend bien. Hein. Voilà. Ensuite, le balisage. Donc le balisage, il n'y a pas eu trop de soucis, malgré le fait qu'on a eu des passages avec énormément de vent, en pleine nuit, donc les petits drapeaux étaient pour la plupart envolés, mais pas eu trop de soucis. Il y a un peu de tout, il y a des petits drapeaux, il y a des rubalises, il y a des marques sur les sols, mais pas de soucis majeurs. Voilà, je vous en ai mis un. Ensuite, la gestion du sommeil. Donc la gestion du sommeil, c'est le gros truc que l'on découvre sur le Tour des Géants, que l'on s'y frotte très légèrement quand on fait un 100 miles, mais c'est la clé du succès et peut-être un des caractères les plus difficiles concernant ce Tour des Géants, puisque là on parle de 150 heures. Moi je vous rappelle que j'ai dormi 6 heures en 150 heures. Donc, j'étais parti sur le principe de dire que j'allais dormir 1h30 par basse vie et puis 20-30 minutes de temps en temps. Ça marche quand on a le temps. Quand on commence à ne plus avoir le temps, ça ne marche plus parce qu'on n'a plus 1h30. Donc en gros, j'ai essayé de dormir à peu près 40 minutes avec des cycles de 5 à 7 heures, 2 à 3 fois par jour. Ce qui semble nécessaire, c'est au moins de maintenir 30 à 40 minutes et pas 1h30. Évidemment, vous devez dormir dans les basses vies, il ne faut surtout pas dormir en pleine nature parce que vous allez mourir de froid. Dans les basses vies, il faut être au chaud, il faut prévoir les bouchons d'oreilles, il faut prévoir dormir complètement habillé avec les bonnets, les chaussettes, le bœuf, la couche thermique et tout ça. Hein. Évidemment, vous avez un risque de ne pas trouver de lit, puisque quand vous êtes dans la queue du peloton et que vous n'êtes pas tout seul dans la queue du peloton, il y a beaucoup de monde. Donc de temps en temps, vous arrivez à un endroit où vous voulez dormir, il y a beaucoup d'attentes, vous perdez beaucoup de temps, ça malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est s'adapter. L'autre chose qu'on a découvert, c'est les symptômes de la privation de sommeil. Donc les symptômes de la privation de sommeil, il y a 5 niveaux. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le décrit dans la littérature, mais nous, ce qu'on a constaté, je dis nous parce que j'ai partagé ça avec quelques trailers, et puis on a tous constaté à peu près la même chose. Il y a 5 niveaux. Le premier, c'est le niveau rétrécissement du champ de vision. Donc vous avez le foot comme ça, donc ça, on a souvent ça en voiture. Le deuxième, c'est le regard fuyant, donc vous vous concentrez sur quelque chose au loin, et puis, loin à votre limite de champ de vision, et vous avez la chose qui bouge, qui sort de votre champ de vision.
Le troisième, vous avez des hallucinations visuelles et sonores. Donc j'avais déjà eu des hallucinations visuelles. Vous imaginez des formes sur tout ce que vous voyez. Bon, moi assez régulièrement, chaque fois que vous voyez une souche, vous imaginez des animaux fantastiques. Une fois j'étais avec ma femme au téléphone, j'ai vu un éléphant arriver vers moi. Vous avez des hallucinations sonores. Donc les hallucinations sonores, c'est que vous entendez ce que vous voulez entendre. Donc par exemple sur le Thor des Géants, quand vous arrivez sur un ravito, il y a des cloches. Nombre de fois où j'ai entendu des cloches en pleine nature, et puis on s'arrêtait, et puis il n'y avait pas de cloche, mais évidemment il n'y avait rien. Autre exemple, quand vous voulez doubler en trail, vous arrivez derrière, vous faites un peu de bruit, et puis la personne qui est devant vous s'arrête, vous laisse passer. Bon, j'ai eu quelqu'un qui m'a suivi pendant 4 jours à peu près, et puis régulièrement, mais régulièrement, je sais pas, une cinquantaine de fois, je me suis retourné, je l'ai laissé passer, puis il n'y avait personne derrière. Le quatrième, donc, c'est que vous commencez à marcher en titubant, et le cinquième, vous vous endormez en marchant. Donc, évidemment, ça c'est un cycle qui dure 5, 7, 8 heures, ça va dépendre de votre niveau de fatigue. Ça n'arrive qu'au bout du troisième jour. Les 2 premiers, on arrive à peu près bien à gérer. L'idée c'est que marcher en titubant, hallucination visuelle et sonore, c'est drôle, on s'en amuse. Marcher en titubant, ça devient compliqué. S'endormir en marchant, c'est plus que compliqué. Moi, à 100 km de l'arrivée, je me suis endormi en marchant, je me suis foulé une cheville. J'ai fini avec ma fiche foulée, mais enfin, c'est pas très safe. Donc, les 2 derniers stades sont à éviter dans la mesure du possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui peut retarder les 2 derniers stades. Le café, ça marche pas vraiment. L'adrénaline marche pas mal, donc l'adrénaline, c'est que si vous arrivez à recourir un petit peu, finalement, ça va mieux. Si vous vous amusez à vous faire peur, si vous chantez à tue-tête, des choses comme ça, ça peut aider à éviter de vous endormir. Mais le seul moyen de casser donc ce cycle de sommeil et de revenir au début, c'est de dormir, et de dormir 30 à 40 minutes. Donc c'est très drôle, vous arrivez au bout de votre vie, vous couchez 30 à 40 minutes, vous vous levez, et puis les 4, 5, 6 heures d'après, vous êtes nickel. Et vous repartez comme si de rien n'était. Voilà. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Il faut surtout synchroniser avec les possibilités de sommeil. La partie alimentation. Donc la partie alimentation, si vous restez dans la zone bleue, je vous rappelle le pacing du début, si vous restez dans la zone bleue, c'est-à-dire 60-70% de votre fréquence cardiaque max, a priori vous n'aurez pas de problème de digestion, ou en tout cas j'en ai pas eu. Donc l'idée c'est de manger à chaque ravito, soupe vermicelle, fromage, ça passe pas mal, de la viande, du sucré, du coca, super bien. À chaque base vie, vous mangez un vrai repas, donc avec des assiettes principalement formées avec des féculents, des lipides, des protéines, donc pâtes, riz, pommes de terre, fromage aussi, viande, dessert. Il y a quand même pas mal de ravitaux sur le Thor des Géants. Je vous rappelle les bases, chaque petit point c'était un ravito. Donc moi je suis parti du principe que si s'il y avait moins de 2 heures entre 2 ravitaux, je ne mangeais rien. S'il y avait plus de 2 heures entre chaque ravito, je me tapais une barre au milieu, histoire de ne pas risquer l'hypo. Et très honnêtement, ça a relativement bien marché. Au niveau de la boisson, évidemment, chaque fois que vous mangez, vous buvez, mais ça je ne vais pas vous l'apprendre. Si vous êtes inscrit sur le Thor, c'est que vous n'êtes plus un débutant. Et puis, la technique, c'est que tant que vous pissez relativement clair, c'est que vous êtes relativement bien hydraté. Les bases vie maintenant. Alors, les bases vie, vous avez 3 phases dans les bases vie. Vous arrivez dans une base vie, soit vous êtes mouillé, vous vous changez, et vous mangez après, parce qu'il ne faut surtout pas rester mouillé. Soit vous n'êtes pas mouillé, vous commencez par manger, et vous vous changez après. L'idée, c'est de manger le plus vite possible pour pouvoir digérer le plus vite possible, pour pouvoir repartir en ayant le plus possible digéré. Ensuite, vous arrivez sur la deuxième phase, c'est dormir, donc entre 30 au minimum et 1h30. En dessous de 30, très honnêtement, vous êtes mal parti. 1h30, moi j'ai dormi 2 fois 1h30, je suis pas sûr que ça soit super utile. Bon, enfin bon. Les soins,
Ensuite, donc les soins, éventuellement massage, les ampoules, les choses comme ça. Remanger, plus light durant le stade 1, et préparer la section suivante. Préparer la section suivante, cela consiste à aller voir l'organisation, à demander ce qui se passe, la météo, à demander ce qu'il faut prendre, et à prendre dans votre sac et à faire votre sac en fonction de la section d'après. Donc attention, les volontaires sont très sympas, on vous dit qu'ils sont très au courant. Moi, la 5e section où les volontaires m'ont dit non, il n'y a pas de neige, faut pas vous inquiéter, prenez pas vos chaînes. Bon, d'accord, donc j'ai pas pris mes chaînes, je me suis retrouvé sans chaîne au 5e segment sur des pistes complètement verglacées, ça a été un cauchemar. Donc n'hésitez pas à toujours garder vos chaînes, toujours garder ce qu'il faut dans vos sacs, c'est super important. La partie variable d'ajustement. Alors il faut voir que en fonction de votre niveau d'avance, vous avez des choses qui sont un peu plus du confort. La douche, typiquement, c'est du confort. Si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux dormir 40 minutes et pas prendre votre douche plutôt que de dormir 20 minutes et prendre votre douche. Les massages, le podologue, tant que vous pouvez avancer et que c'est supportable, vous ne le faites pas parce que vous perdez du temps. Et puis, en plus, le massage, il y a souvent la queue. Moi, 2 fois, je me suis fait masser, je me suis endormi en me faisant masser, donc on a vite fait de perdre 30-40 minutes en se faisant masser. Voilà, donc vraiment l'absolument nécessaire où vous ne pouvez pas réduire, c'est 30 à 40 minutes de sommeil. Vous changez évidemment, mangez absolument et préparez la section suivante. Tout ça, c'est absolument pas on peut pas réduire. Voilà. Et évidemment, tout ce qui est électronique qu'il faut recharger parce que repartez pas les piles vides. Ensuite, les soins. Les soins, j'en ai absolument pas pris. Comme je vous ai dit, je vous ai fait masser, mais c'était du confort, j'aurais très bien pu m'en passer. J'ai pris quelques comprimés de Sportédine au début, mais voilà, j'ai pris crème anti-frottement fesses, raie des fesses, sous les bras, à chaque fois que c'était possible. Donc principalement aux bases vie, mais à part ça, strictement rien. Donc j'ai eu aucun souci, si ce n'est ma foulure cheville droite, mais a priori il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà. L'autre point super important de ce Tour des Géants, c'est le matériel. Alors, il faut comprendre que le Tour des Géants, c'est une semaine. Une semaine, vous allez doucement, vous n'êtes pas dans un trail de 1 ou 2 jours où on peut compter sur le fait de ne pas être trop fatigué ou d'avancer un petit peu plus vite pour se réchauffer. Non, le trail des Géants, c'est super lent. Super lent, il faut du super bon matos, et très honnêtement, le matos genre 3 couches Saint-Élion, moi que perso j'avais, qui a résisté à -10, ça suffit pas. Donc faut vraiment pas lésiner sur le matériel, c'est super important. Donc en plus du matos classique trailer 3 couches, ce qu'il vous faut, c'est une vraie veste de montagne. Donc moi je suis, vous avez vu la liste, hein, je suis très haut de l'eau, la gamme X-Warm, je trouve ça vraiment top. La veste de montagne, c'est celle-là. Là. Celle-là, c'est vraiment top. Donc c'est 3 couches, imperméable, coupe-vent, couche thermique. Je dois bien, j'ai dormi avec ça, mais c'était royal. L'autre truc qui est super important, ce sont les gants. Donc moi typiquement j'avais pris aussi des gants X-Warm, c'est des gants de ski de fond, 3 doigts, super important. Les crampons, faut pas lésiner sur les crampons. Voilà, comme vous pouvez voir sur la liste, je suis donc, je l'ai déjà répété plusieurs fois, un inconditionnel de la gamme X-Warm d'eau de l'eau. Donc mes sous-couches et mes couches thermiques sont que de l'eau de l'eau. Manche courte, manche longue, la manchette ça marche très bien. On trouve assez facilement des ventes privées eau de l'eau un peu partout. J'avais ramené 2 vêtements de pluie, un poncho Decathlon et ma veste Gore-Tex haut de gamme. Genre UTMB. Le poncho, je l'ai mis quand on a eu les 24 heures de flotte, donc le poncho c'est pas mal, ça se met au-dessus de tout, vous n'êtes pas mouillé en dessous,
La veste, c'est plutôt, je l'ai peu mis la veste coupe-vent finalement. Parce qu'avec la veste 3 en 1, celle-là était pas super utile. Parce qu'on a eu soit très très chaud, soit de la pluie pendant 24 heures, soit très très froid. Donc finalement, j'étais avec ma veste de montagne et celle-là, je l'ai très peu mis. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a passé le col de Malatra, donc le 7e segment, il devait faire moins 10, moins 15, on avait des rafales de vent à plus de 100 km/h. Il y avait des trailers qui étaient équipés avec des sacs poubelles qui étaient en hypothermie plus qu'avancés. Moi, avec ce matériel-là, c'est comme si vous êtes en voiture avec une clim un petit peu trop forte, quoi. C'est vraiment, vraiment le confort et ça vous sauve la vie. Je vais le répéter encore une fois, hein, parce que avec le sommeil, c'est le truc super important. Vous ne pouvez pas finir le Tour des Géants avec du matos qui est du matos de trail normal. C'est pas possible. Sauf coup de chance où vous allez tomber sur une édition qui est super cool, super clémente au niveau météo. Mais bon, nous c'était pas le cas en 2024, c'est soi-disant l'une des éditions les plus dures du Tour. Ensuite, le sac. Alors, il est tout à fait possible de faire le Tour avec un 12 litres, sans problème. Il y a des ravitaux absolument partout. Néanmoins, quand vous commencez à avoir du matos et que vous appréciez un petit peu de confort, genre ma veste 3 en 1, mettre une veste 3 en 1 dans un sac 12 litres, c'est pas possible, ou alors ça craque de partout. Donc moi j'étais parti sur un sac Oxytis Enduro Ultra 30, un 30 litres, comme son nom l'indique. Ça doit faire 100 grammes de plus que le 12 litres. Vous avez des petits élastiques sur le côté pour réduire la taille et pour éviter que ça ballotte. Et franchement, un 30 litres, c'est super du confort. Vous ne vous posez pas de questions, vous prenez ce que vous voulez, vous vous mettez dedans, ça ne craque pas, super confort. Le bas. Le long, je ne l'ai pas mis, moi j'ai pas froid aux jambes. Vraiment, si vous êtes, s'il pleut, tempête de neige, vous mettez le pantalon étanche, là, celui qui est là. Mais le long, moi je mets toujours du collant mi-long, donc juste en dessous du genou. Je pense que ça suffit. Alors bien sûr, ce qu'il faut rajouter dans votre sac d'assistance, c'est beaucoup de bœuf. Ça sert à tout, un bœuf. Hein. Un bonnet, 2 paires de chaussures de trail, au moins une paire de chaussettes par basse vie, des crampons, 2 paires de bâtons de trail, parce que franchement faire le trail des géants avec un bâton pété, c'est l'enfer. Alors faites surtout attention avec les bâtons de trail, ça se vole, c'est assez incroyable. Moi je couche avec mes bâtons pour éviter qu'on me les pique, parce que vous sortez de la basse vie, on vous a piqué vos bâtons. C'est un truc complètement incroyable. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas ou très très peu de vérification de matériel. Donc on n'est pas comme en France où vous n'avez pas le démarrage de UTMB, on vous demande de montrer la totalité de votre matos, ça n'existe pas. C'est même super limite au niveau sécurité. Moi j'ai vu des coureurs en pleine nuit sans frontal, sans chaîne, alors que c'était complètement gelé, alors qu'il y avait plusieurs centaines de mètres de dénivelé sur une pique complètement verglacée. Encore une fois, j'ai vu des coureurs habillés avec des sacs poubelles en complète hypothermie arriver sur les basses vies. Voilà. Donc le matos, vous l'avez compris, super important. Ensuite, l'assistance. Est-ce que l'assistance est utile? L'assistance, ce sont votre famille, vos amis qui pourraient vous attendre. Alors oui, l'assistance est super utile, par contre leur vie n'est pas facile et franchement pas facilitée par l'organisation. Les assistants ont un badge vert. Vous avez un assistant autorisé par coureur et ils ont l'autorisation de rentrer dans les tentes à zone verte. Vous êtes dans des tentes à zone rouge. Donc dans les tentes à zone rouge, il n'y a que les coureurs. Dans les tentes à zone verte, il n'y a que les assistants. Le problème, c'est que les tentes à zone verte sont petites, en général mal fermées, pas toujours attenantes aux zones rouges, donc c'est pas franchement pratique. Donc il faut voir que, alors au début, dans les premières bases vie, il y a beaucoup de monde, donc il n'y a aucune tolérance, on va dire. Plus vous allez avancer dans le trail, moins il va y avoir de monde dans les bases vie, et plus les organisateurs autorisent les assistants à rentrer dans les zones rouges. Ce qui est pas mal. Hein.
Voilà. Donc l'assistant a surtout un rôle sur donc la troisième partie de la gestion de la base vie. Se renseigner sur la météo, préparer le sac, préparer le matériel. Attention, il n'a pas le droit de faire de soins, important. Et puis évidemment tout ce qui est mental et news des proches. Voilà. En conclusion, vous avez souvent entendu que le Thor est le trail le plus dur du monde. Alors c'est peut-être la course ouverte officielle qui est la plus dure du monde, parce que la Barclay est plus dure, évidemment la double Swiss Peak est plus dure, mais c'est pas vraiment une course officielle. Mais en tout cas, l'intention des organisateurs est super claire. Le Thor des Géants doit être le trail le plus dur du monde. Donc ils font tout pour, il faut le savoir, et ils font tout pour, surtout pour qu'il y ait plus de DNF que d'arrivants. Donc les barrières horaires sont, comme vous l'avez vu précédemment, assez farfelues, et même pour la plupart un peu infaisables, surtout pour le 4e segment. Faut savoir que le Thor ne sera jamais arrêté. Quand je suis arrivé au refuge de Frassati, là, le 7e segment, je suis arrivé le soir, il y avait 200 personnes dans le refuge. Le col de Malatra, qui est juste après, était fermé depuis le matin 10h. Il y avait moins 10 et 100 km/h de vent. Et ben, au lieu d'arrêter, enfin n'importe quel trail français aurait été arrêté, ça c'est absolument certain. Et ben, ils l'ont pas arrêté, donc tous les gens s'entassaient, et puis quand on est reparti, fallait repartir à 3, mais voilà. Donc le trail ne sera jamais arrêté, et très honnêtement, dans 2-3 occasions, je pense que n'importe quel trail français aurait été arrêté. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de chat, et puis je me ferai un plaisir de vous y répondre, et puis je vous souhaite un superbe trail Thor des Géants pour 2025.